Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, nouveau gap à la hausse pour les marchés européens ce matin à l'ouverture. Et un CAC 40 qui a même débordé dans le début de séance de nouveaux sommets. Le dernier pic a été franchi de quelques points puisqu'on a vu un CAC 40 qui a pu marquer un niveau au-delà de 7400 points en ce début de séance. Rebond s'épuise un petit peu désormais. On voit qu'on a quand même tendance à plafonner sur la dynamique positive des marchés européens qui ne se dément pas mois après mois, puisque le mois de février aura été encore un mois positif pour les actions européennes, rappelons-le, contre la tendance des actions mondiales. Le CAC 40 donc à 7400 points au cours de cette séance, avant une semaine qui marquera le retour des banques centrales dans la course. Les grosses réunions sont attendues à partir de la semaine prochaine avec la Banque centrale européenne, mais nous aurons des décisions de politique monétaire du côté de l'Australie, du côté du Canada ou encore du côté du Japon cette semaine. Et puis sur le front des statistiques économiques aux États-Unis, ce sera une semaine qui sera marquée par les chiffres d'emploi pour le mois de février. L'inflation, elle, sera publiée aux États-Unis la semaine prochaine et ce sera le chiffre important avant la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine. En attendant, le marché guette peut-être quelques précisions en provenance du président de la Réserve fédérale américaine qui s'exprimera 2 fois cette semaine à l'occasion de son témoignage semi-annuel devant les commissions bancaires et financières du Sénat demain et de la Chambre des représentants mercredi. Un discours qui sera donc particulièrement suivi dans ce contexte de marché où les investisseurs s'interrogent sur le caractère transitoire peut-être du phénomène désinflationniste qu'on a vu caler aux États-Unis et qu'on ne voit pas encore réellement se mettre en place en Europe. On a tous en tête encore les dernières marques d'inflation pour la zone euro publiées la semaine dernière pour le mois de février avec une inflation cœur qui continue d'accélérer et qui montre que l'inflation globale en Europe continue de se diffuser dans l'inflation sous-jacente. Voilà pour le paysage en ce début de semaine, le paysage de marché et les enjeux techniques évidemment comme chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG et le plan de trading de Smart Bourse à suivre dans un instant. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Le plan de trading de Smart Bourse chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG et c'est Alexandre Bardès qui est avec nous en plateau en ce début de semaine. Bonjour, bienvenue Bonjour, Alexandre. Merci beaucoup d'être là. Bon, c'est la consolidation la plus laborieuse de l'histoire peut-être pour les indices actions en Europe. On va parler de la partie européenne qui n'a que très peu retracé avant de rebondir la semaine dernière. Le CAC marque un nouveau sommet en ce début de semaine. Alexandre, comment on explique cette difficulté à voir une consolidation que tout le monde estime légitime se mettre en place? Moi, justement, j'ai beaucoup de mal à expliquer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on défend ce scénario de consolidation sur l'Europe depuis des semaines, parce que si on reprend tous les scénarios qu'on avait établis depuis près de 2 mois, et notamment depuis fin janvier, début février, c'est de dire, attention, les taux US se détendent un petit peu trop, le 2 ans qui est une référence arrive vers les 4%, on voyait le dollar qui avait vraiment une de faiblesse, peut-être un peu trop extrême à court terme, on disait, attention, les signaux de l'inflation aux États-Unis, dit dans différents indicateurs avancés, ou même marché de l'emploi ou autre, et ça a été confirmé par la dernière publication, montrent que l'inflation peut être plus collante, plus persistante. C'était le cas, donc le dollar a bien réintégré une zone d'accélération, 500 pips par rapport à l'eurodoll, donc on est bien venu chercher le 1,05 parfait dans le scénario. Les marchés américains, on en parlait tout à l'heure, les zones de retracement, les anciennes obliques, les pullbacks, on les a fait, donc on a lâché moins 6, moins 7 quasiment depuis le de fin janvier. Donc, ça, c'est un retracement. C'est un retracement, voilà. Et c'est exactement ça, quand on est sur l'Europe, c'est-à-dire de dire les US, sur un repricing obligataire qui s'est fait de manière assez dynamique, vont être un peu les drivers et que l'Europe va probablement suivre. Et ça n'a pas suivi sur l'Europe. On a eu en gros des retracements 3 fois plus faibles sur la partie européenne que sur la partie américaine. Alors, comment on peut l'expliquer? Moi, j'ai beaucoup de mal parce qu'on voit qu'en plus, en Europe, on a des repricing quand même sur la BCE qui ne sont pas mineurs. On voit qu'on commence à parler de plus en plus d'un taux terminal à 4% désormais. Et pour longtemps.
Et pour longtemps. Pour longtemps, exactement. Au moins jusqu'en février ou mars 2024, oui, peut-être. ça. Donc, c'est-à-dire qu'on finira l'année probablement forcément à 4%, et donc on peut garder ça une partie de 2024. On a ça, on a également des chiffres, donc on a eu d'inflation qui montrent, comme vous l'avez dit, que c'est pas seulement l'énergie qui pose problème. À une époque, c'était beaucoup l'énergie. On aura des effets de base qui vont aussi se faire sentir dans quelques mois, mais on voit bien que c'est une inflation qui est cœur, qui touche notamment la partie des services aussi, comme aux États-Unis, et on sait quand ça tape les services, c'est que les salaires aussi jouent leur rôle là-dedans, et donc c'est plus dur à extraire. Et quand vous voyez une inflation qui est toujours à 8% en zone euro, non, l'idée n'est pas de dire le pic n'est pas passé, il est passé. Mais à 8, on est tous très inconfortables avec 8%. Et donc, on voit ces anticipations de taux terminal qui se redressent. Et donc, on voit que les taux courts aussi en zone euro. Le 2 ans allemand, la dernière fois qu'on s'est vu, était à 2,50. On est à 3,20 ce matin. Donc, 70 points de base en 15 jours. C'est massif. Et le marché action prend ça comme s'il ne se passait rien. Et le problème est un peu là. Alors, effectivement, il y a le débat du mais c'est effectivement les taux réels, l'écart de taux réel, donc taux nominal déduit des anticipations d'inflation, qui est plus élevé aux États-Unis, ce qui fait qu'il y a plus d'attraction sur d'autres classes d'actifs que la partie action. Il y a une restriction plus forte aux États-Unis qu'en zone euro quand on regarde les taux réels, pour dire les choses. Effectivement, c'est vrai, en Europe, les taux réels sont plus faibles. Mais est-ce que cet écart de taux réels, de quelques dizaines de points de base, justifie que vous ayez des indices, certains indices américains qui sont encore 15% sur leur sommet, et que tous les indices européens, c'est pas une thématique luxe ou autre, c'est bien une thématique européenne. Le MIB italien, il n'a rien à voir avec le luxe, et pourtant, ils sont sur son sommet d'avant. L'Ibex espagnol, etc. Donc, pour moi, il y a un mystère sur le côté apesanteur des marchés actions européens aujourd'hui. Alors, c'est vrai que la position aujourd'hui, on est sur un carrefour. Soit effectivement les US sont purgés, et ils ont bien purgé, reviennent chercher les résistances de fin janvier. Et dans ce cas-là, si c'est le cas dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, je deviendrai long Europe quand les US iront chercher leur sommet récent. Tant qu'il n'y a pas ça, pour l'instant, je ne peux pas me résoudre à être long Europe parce qu'il y a cette question de taux et de taux terminal qui n'est pas réglée. Bon, regardons la partie américaine. Alors, effectivement, donc là où on a eu un vrai retracement quand on regarde le S&P 500 en vue journalière, comme vous nous le proposez, Alexandre. Quand on était sur le FIBO 23,6, donc vous voyez, c'est la zone de résistance de fin janvier en gros. On dit, bon là, pour aller plus haut, il va falloir que les taux baissent encore, que l'inflation, etc. Bon, ça n'a pas été le cas. 7% de baisse, on est revenu pile sur l'oblique qui relie les sommets 2022, etc., au point près, et ça repart. Donc là, effectivement, objectif atteint. Le Nasdaq, on ne le fera pas aujourd'hui, mais c'est pareil. Le Dow Jones, tous les objectifs qu'on avait fixés ont été atteints. Parfait. Donc là, on peut en position d'attente. On ne va pas dire on va se mettre très long maintenant parce qu'on a repris 3% ou très short. Non, c'est une position, au contraire, qui est une position point haut, point bas, et on attend de voir le prochain mouvement. Donc là, c'est une posture d'attente. Cette semaine, vous l'avez dit, Powell, ADP, Jolts mercredi, rapport sur l'emploi vendredi, et puis les inscriptions hebdo aussi, jeudi. C'est une vraie semaine sur l'emploi, plus Powell. Donc, semaine prochaine, c'est l'inflation. Non, mais on regarde, ça va être des données très importantes dans la perspective de la réunion de la Fed 21 et 22 mars. Complètement. Et donc, déjà cette semaine, je pense qu'on verra cette semaine, si dès le milieu de la semaine, vous êtes déjà en train de retaper, par exemple, le plus bas de la semaine dernière, c'est évidemment un nouveau signal de faiblesse. Et là, effectivement, je pense que vouloir jouer la cassure de l'oblique rouge et chercher le Fibonacci, donc c'est un pourcentage de retracement de tout le rallye post-Covid, en fait, 38,20%. On les met, ça paraît un peu bizarre, ces Fibos, pourquoi 38,2, pourquoi pas 38,4 ? C'est juste des retracements mathématiques que tous les algos, tous les gérants ont sur leur écran. Donc, c'est des niveaux. Si on casse une zone, on sait que la zone d'attraction suivante, ce sera celle-ci. Donc, tant qu'on n'est pas en train de rattaquer l'oblique, pour l'instant, on fait attention un peu au short, mais si on attaque l'oblique parce que Powell est agressif devant le Congrès ou autre, ça ne pose aucun problème de dire on continue le mouvement de retracement pour chercher le niveau à 3790, ce sera tout à fait cohérent. Pour être long, donc, il faut revenir à 23,6. Pour moi, en tout cas, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, il faut attendre à 23,6 et d'y être avec des signaux cohérents. C'est-à-dire se dire, voilà, les taux courts se détendent, la courbe de taux se repentifie un peu, Powell qui est un peu plus accommodant. Et si on revient avec un rapport sur l'emploi à 23,6 de FIBO, là, il n'y a plus vraiment de raison d'être baissier. Vous revenez sur une zone, si les conditions financières se redétendent un petit peu, dans ce cas-là, on passera long en signal à 4180. Pour viser, vous voyez, l'ancien sommet de l'été dernier, vers le mois d'août, à 4300 points dans un premier temps. Et puis, il y a eu une espèce de biseau comme ça. On cherchera le haut du biseau ensuite à 4004. Donc là, c'est assez propre après. Si on a rattrapé cette résistance, derrière, il y a un beau parcours, derrière, au moins de 300 points à la hausse qu'on peut chercher. Bon, pour l'instant, c'est attente des prochains signaux, Banque centrale et emploi.
avec un débat qui est en train d'être relancé au sein des banques centrales pour la Fed, c'est de savoir est-ce qu'on reste à 25 ou est-ce qu'on repasse à 50. Le marché semble privilégier pour l'instant la piste 25, mais attention, il y a encore 15 jours devant nous, le débat peut évoluer et ce sera intéressant de savoir comment est-ce que le marché perçoit ce débat. Est-ce que le marché serait content de voir une Fed qui repasserait à 50 face aux risques inflationnistes persistants, ou est-ce que ce serait un signal de panique quelque part qui pourrait fragiliser encore un peu plus les actifs risqués? La Fed nous disait que c'est le taux quand même terminal qui compte, c'est-à-dire que c'est plus ça, que c'est pas tellement le chemin que l'on prend pour y arriver, plutôt que la zone finale et la durée dans laquelle nous restons. Donc bon, c'est sûr qu'à 50 points de base, ça serait quand même un peu douloureux à court terme, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'on sera plutôt de 25 s'il y a besoin, mais 50, ça me paraît un peu agressif quand même. Bon, sur la partie européenne, aucun doute que la BCE fera donc 50 points de base le 16 mars prochain, la semaine prochaine, et de plus en plus commence à anticiper que le 4 mai, réunion suivante, ce sera à nouveau 50 points de base, comme l'avait suggéré d'ailleurs Christine Lagarde en décembre dernier, il faut s'en souvenir. C'est vrai que là, l'aile droite, les faucons de la BCE ont quand même, la parole plus, je dis pas judicieuse, mais en plus l'oreille d'une partie du marché, justement, pas le marché action, mais une partie du marché, le marché monétaire, le marché obligataire, un peu plus parce qu'effectivement, la piste des 4% semble s'ouvrir, alors qu'à une époque, c'était 3% et à peine un peu au-delà. Et pourquoi je mets cette courbe? Parce qu'en jaune, donc, vous avez le taux de refinancement de la BCE, donc c'est le taux principal, on va dire, et puis la courbe en chandelier, c'est le rendement du Bund, c'est le taux de 2 ans allemand. Et on l'a déjà montré ensemble, systématiquement dans les phases de hausse précédentes de taux, on voit que le taux de 2 ans allemand a toujours dépassé brièvement le taux terminal de la BCE dans ces phases de taux. Donc si on doit réellement aller, même ne serait-ce qu'à 3,50, allez, même 3,75 par exemple, on est à 50 points de base, puis 25 la fois d'après. Ça veut dire que le taux de 2 ans allemand est à 3,20, il doit au moins aller, si on répète le schéma des années précédentes, à un 3,8, 3,9. Donc on a encore au moins des 60 points de base, 70 points de base d'écart, et je ne vois pas comment, si nous allons là, ce qui est une hypothèse qui n'est pas négligeable, comment le marché action peut encore jouer ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous passez d'un taux négatif où on était à moins 1%. Alors, d'accord, là, l'Europe a fait moins 30 entre-temps. Mais là, on voit bien que c'est le taux terminal qui n'est plus du tout celui qu'on pensait à un moment donné. Ça, les US le reprice bien sur le marché action. L'Europe le reprice sur le marché obligataire de plus en plus. Et le marché action semble pour l'instant assez sourd à ce repricing obligataire. Pourtant, on dit souvent, regardez l'obligataire, c'est celui qui donne la bonne tendance. Donc, moi, j'ai tendance à toujours penser ça. Et donc, c'est aussi un des arguments pour lesquels je ne me résous pas à être long par conviction sur l'Europe. Après, on peut être long technique, etc. Mais long par conviction, tant qu'il y a des signaux obligataires qui vont en ce sens-là, pour moi, c'est non. Comment vous regardez l'indice CAC 40, qui est donc un des indices leaders aujourd'hui, dans des marchés actions européens qui confirment également le leadership, leur leadership depuis plusieurs mois. Est-ce qu'il y a quand même une forme d'épuisement dans ce qu'on voit là? On a eu un gap vendredi, un nouveau gap ce matin. On voit que 7004, effectivement, ça fait joli sur le tableau de bord parce qu'on pourra afficher le CAC a franchi les 7400 points ce matin. Bon, c'est pas sûr qu'on ait 7400 points en clôture ce soir. On voit qu'il y a un peu d'épuisement peut-être quand même dans la dynamique. Mais c'est vrai que le court terme, je devrais pouvoir vous dire, on pense qu'on va venir à 100 points plus bas ou 100 points plus haut. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout doit dézoomer en fait pour avoir une espèce d'opinion plus tendancielle. Dire, je pense qu'on va être à 100 points plus bas, c'est un peu au doigt mouillé. C'est plutôt de dire, dans son ensemble, le CAC a tout repris, le MIB italien a tout repris, l'IBEX a fait un super parcours, le DAX aussi, face à des taux qui montent toujours. Et donc, c'est de dire que, par exemple, un sommet hors dividende serait une bonne zone pour faire une pause. Mais ça, je le pensais déjà avant les 7000, mais un peu plus bas. 6008, moi, c'est une zone où on pouvait déjà commencer à naviguer un peu latéralement. Donc, il y a 600 points qu'on n'a pas capté là-dedans. Donc, parce qu'on n'a pas capté 600, il faudrait rentrer tout de suite pour essayer de prendre le suivant. Je vous dis tout à l'heure, je préfère attendre des signaux d'abord sur les marchés américains et ensuite dire on va sur l'Europe. Là, tant que les US sont dans cette position-là, que l'obligataire européen est dans cette position-là, moi, pour l'Europe, pour l'instant, je reste non orienté à la hausse. Je ne pense pas enfin, c'est un avis personnel. Et donc, je vois les marges retraçantes, on les voit tous à l'écran. Il y a un ancien canal, l'autre ancien canal, c'est plutôt vers les 7000 points. Pour moi, un retour à 7000 n'aura rien d'un acte volé, d'une injustice ou autre. Ce serait une phase de respiration logique au vu de ce qui se passe sur l'obligataire. Donc moi, la zone des 7000, voire un peu en dessous, je pense qu'il y a toujours matière à y aller, mais c'est non audible parce que le marché a d'autres façons de raisonner. Donc je n'ai pas la bonne. Non, mais c'est aussi un concours de beauté, c'est ce qu'il faut expliquer, Alexandre. C'est aussi un concours de beauté pour les investisseurs globaux. On est moins à l'aise avec la valorisation des marchés américains. On se pose des questions sur la Chine et on a vu les actions chinoises qui ont quand même bien retracé par rapport au rallye qu'on a pu voir. Et donc, effectivement, quand on fait un peu le match, le concours de beauté, on est encore visiblement à l'aise avec les niveaux de valorisation en Europe, la disparition d'un certain nombre de risques extrêmes, etc. J'ai l'impression qu'on
on vit encore un peu ce moment-là, Oui, d'une certaine mais manière. sachant que c'est ce que l'on vit et que nous on trouvait justifié à une époque, c'est-à-dire que le rallye de octobre, novembre, même décembre, était justifié par rapport à des niveaux d'inquiétude massifs qui commençaient à s'évaporer un petit peu. Mais de là à adhérer à un scénario parfaitement rose, alors que l'obligataire n'y va pas, et je prends même un exemple qui traduit un peu ça, très court. Regardez, par exemple, ce week-end, la Chine dit, voilà, nos objectifs de croissance, aux alentours de 5%. Ça peut être 4,90, 4,80, mais beaucoup de gens pensaient que ce serait au-delà de 5 pour marquer, oui, on évacue le Covid, allez, on parle de 5 et au-delà. Beaucoup voyaient un 5 plus. Et ce matin, donc on se dit, 5, c'est plutôt un 5 moins. On devrait avoir un CAC qui a juste un poil à la baisse. LVMH est en tête. Du luxe, voilà, du luxe qui au moins, sans parler du luxe qui hésite un petit peu. Le luxe gappe à la hausse, par exemple, tout un éleveur du luxe. Ça, c'est le genre d'incohérence. Certains ont peut-être des raisonnements par rapport à ça. On peut dire, oui, mais la Chine veut faire de la relance de la consommation. Donc ça peut être bon. Et ça peut être aussi sur leurs propres produits, et puis pas forcément pour favoriser l'importation, etc. Donc, moi, je trouve, encore une fois, il n'y a pas matière à il ne faut pas se manger la rate là-dessus. Le point bas du CAC, il était fait, un investisseur long terme, même s'il a raté le rallye, s'il vise 2 ans, 3 ans devant lui, bien sûr qu'il faut acheter du CAC à 7004. C'est pas le débat du tout. C'est est-ce que, au moment où on se parle depuis quelques semaines, est-ce que le CAC est à sa juste place? Moi, à sa juste place, elle serait plutôt un peu en dessous de 7000 qu'à 7004. Un des actifs clés, ça reste évidemment le dollar. Donc il y a une phase de reprise du dollar, effectivement. Est-ce que c'est cohérente Ouais. Et maintenant? Mais c'est bien ce mot cohérent, c'est-à-dire que beaucoup de choses ont été cohérentes. Les indices US ont été cohérents, le marché obligataire a été cohérent, le marché des changes a été cohérent, même les matières premières. Vous avez vu que le pétrole n'a pas accéléré, etc. On est toujours dans une zone d'hésitation. Donc on visait cette zone retracement vers les 1,05, ancienne zone de support. Donc on y est à quelques pips près, à 30 pips, donc c'est rien du tout. Là, c'est comme pour les marchés américains, j'ai envie de dire. Vu qu'il y a cette même fonction de réaction sur les taux, etc. Moi, je vais attendre que pour être long, acheter maintenant, non. Si on remonte à 1,10, détente des taux US, etc. Là, oui, on revient long à 1,10, on essaie d'aller chercher les 1,15, 1,20 sur un horizon de... Ouais, je comprends. Pour l'instant, c'est toujours un œil un peu méfiant sur la courbe de taux, sur les niveaux obligataires, sur les discours de banquiers centraux. Le plus bas de la semaine dernière, c'était 1,0530, le plus bas de la semaine dernière. Là, on est à 1,06 et quelques. Si demain Powell, toujours avec des si, mais si c'est cette semaine, on revient sur 1,0530, que les actions partent un peu, que le VIX remonte, pour moi, il faut chercher sous le 1,05. Pas retour à la parité, mais je pense que 1,04, 1,03, c'est faisable sur un discours en poil au quiche de Powell devant le Congrès. 15 jours clés pour fixer peut-être les paramètres de la prochaine séquence de marché. L'emploi américain cette semaine, les premières réunions de banque centrale avec l'Australie, le Canada, le Japon, en apéritif des prochains meetings qui seront ceux de la BCE le 16 mars et celui de la Réserve fédérale américaine 21 et 22 mars. C'est Jérôme Powell qui prendra la parole donc devant le Congrès à partir de demain. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Bardaz, chef analyste chez IG, les équipes d'IG qui sont avec nous chaque lundi pour le plan de trading de Smart Bourse. Revenons bien sûr sur quelques-uns de ces éléments de marché avec la vue de John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la Banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John, merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, l'information du week-end, donc à l'occasion de l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée nationale du peuple en Chine qui regroupe 3000 représentants politiques, 3000 représentants politiques, a vu donc le gouvernement chinois fixer un certain nombre d'objectifs économiques pour cette année, à commencer par une croissance du PIB vue autour de 5%, que retirer de ces objectifs éminemment politiques fixés par les autorités chinoises ce week-end, John? Bonjour Grégoire. Écoutez, il y a plusieurs moyens de regarder ce qui s'est passé ce week-end. Déjà, c'est un peu, on dirait la prudence, mais on parle quand même de 5% de croissance. Vous vous souvenez que l'année passée, on a terminé l'année globalement sur une croissance de 3%, donc c'est une réaccélération, ce qui est tout à fait normal avec la réouverture de la Chine face au Covid-0. Mais il faut rappeler ici une chose, c'est que depuis le choc de quand même 3 années où vous aviez l'économie globale chinoise qui était confinée d'une certaine manière, eh bien, on a vu que le gouvernement chinois a changé du tout au tout. Alors, bon, évidemment, j'exagère en vous disant ça, Grégoire, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a peut-être une prise de conscience d'une volonté d'avoir un peu plus de prudence, mais vous savez, si vous fixez les objectifs à 5,5 ou 6 et que vous faites 5,2, eh bien, on va vous blâmer. Mais si vous
posez les objectifs à 5 et que vous faites 5,2, eh bien, on va dire que ça va plus vite que prévu. Donc, on est dans cette situation de prudence où on voit le gouvernement qui avance, non pas à tâtons, mais avec une vision. Et on la connaît, cette vision, elle est à long terme, c'est de devenir la première économie mondiale. Alors, on a plusieurs réflexions là-dessus. De se dire que si c'est seulement, entre guillemets, 5% et pas 5,5 ou 6, eh bien, on va voir Pékin qui va peut-être pas déployer les mesures de relance à grande échelle, ce qu'elle avait fait avant. D'un autre côté, on peut aussi s'en réjouir parce que si on se dit que ça va faire, le retour va se faire de manière progressive, le retour notamment de la consommation, le retour de la classe moyenne dans les usines qui vont travailler et après consommer, eh bien on peut se dire que ce retour progressif va faire taire les personnes qui disaient que la réouverture de la Chine serait un moteur pour la réaccélération de l'inflation en Europe, aux États-Unis. Donc, d'une certaine manière, je préfère plutôt voir ça comme une bonne nouvelle. Et je pense, comme vous le disiez avant, comme Alexandre le disait avant, que le fait que le secteur du luxe réagisse aussi bien aujourd'hui, c'est qu'il a, d'une certaine manière, compris le message. Et on sait notamment que, alors ça n'a rien à voir avec la croissance chinoise en elle-même, mais on sait notamment que les touristes chinois, eh bien, qui étaient 12 millions par mois à sortir du territoire en 2019, donc avant le Covid, eh bien, on estime que le retour va se faire très progressivement et qu'on pourrait arriver à 6 ou 7 millions en fin d'année, contre les 12 millions qu'il y avait avant. Donc c'est toute une chose de faire étape par étape, et je pense que c'est beaucoup plus sain de le dire comme ça que de mettre un objectif qui serait à 6 ou 7%, qui paraît absolument inatteignable, en tout cas sur le court terme. Oui, la séquence chinoise, effectivement, qui méritera d'être validée en temps et en heure, parce que les anticipations étaient très fortes chez les investisseurs dès l'annonce de la réouverture brutale, d'ailleurs, post-congrès en octobre dernier. Et on a vu quand même que le rebond des actions chinoises, qui a été spectaculaire sur quelques semaines, quelques mois, s'est un peu essoufflé quand même, on va le dire comme ça, depuis le début de l'année. Si on en vient aux banques centrales, John, donc on repart dans la séquence des réunions de banques centrales, avec la BCE la semaine prochaine et la semaine suivante, 21 et 22 mars, la réunion de la Réserve fédérale américaine. On aura d'ici là un certain nombre de statistiques, les discours de Jérôme Powell cette semaine, qui permettront peut-être de calibrer un peu mieux chez les investisseurs le rythme de la prochaine hausse de taux, John. Oui, tout à fait. Et puis, vous savez, vous en parliez avant, ces fameux 50 points de base dont presque personne ne croit aujourd'hui, parce qu'il y a un quart des sondés qui pensent que ce sera 50 points de base dans 2 semaines. Mais vous avez une banque japonaise, la banque Nomura pour ne pas la nommer, qui est la première à dire que ce sera 50 points de base. Après les 50 points de base, on aura 25 en mai, 25 en juin, selon eux, selon cette banque, et toutes les autres grandes institutions parient sur 25 points de base. Alors, évidemment, vous l'avez dit, il y a 2 choses ici. La première des choses, c'est de savoir ce qui va se passer dans ces 2 semaines. Jérôme Powell, vous l'avez dit, l'inflation la semaine prochaine. Et la deuxième chose, je ne pense pas que c'est la hausse qui nous intéresse, mais c'est de savoir où sera le taux terminal, puisque c'est évidemment ça qui nous intéresse. On peut avoir une fois 50 et après une fois 25, ou 3 fois 25 par exemple. Et ici, on est dans une situation où, si vous regardez la banque Nomura par exemple, elle pense que le taux final, c'est-à-dire le taux après lequel on va faire une pause, eh bien, sera de 5,75. Alors que si vous regardez d'un autre côté, JP Morgan c'est 5 et Nordea c'est 6%. Tout en pariant sur une hausse de 25 points de base. Donc on est dans une situation où on se dit, alors où est-ce qu'on y va à nouveau à tatillon, ou on se retrouve dans une situation où il faut absolument casser l'inflation à travers, évidemment, une baisse de la demande et monter beaucoup plus que 6%. Vous savez, il y a une étude, Grégoire, qui a été publiée il y a 10 jours, par des intellectuels de Wall Street, qui dit qu'il faut absolument aller à 6,5, sinon on ne cassera pas la dynamique de l'inflation, la dynamique de la demande plus généralement. Donc ce que je dirais, c'est que effectivement, ça va dépendre, les 50 points de base ou les 25 vont dépendre, mais je dirais que c'est tout un maquillage. L'important, c'est le taux final. Et le taux final, selon moi, sera beaucoup plus proche des 6% que des 5%.
important puisqu'on est dans une situation où il ne faut surtout pas l'oublier et le consensus l'oublie totalement. C'est pour ça qu'il y a un décalage entre le consensus et la Fed. C'est que depuis la réunion de Jackson Hole de fin août de l'année passée, vous avez quasiment tous les membres de la Réserve fédérale américaine qui ont le même discours, le discours hawkish de dire, nous on se réfère à Paul Volcker dans les années 80 où l'inflation était à 15%, donc il faut la casser absolument cette inflation. Et il n'y a pas eu de changement de discours, hein. On le verra de nouveau demain de la part de Jérôme Powell, donc il faut faire très attention à ce que pense le consensus et au message réel des banquiers centraux et des membres de la Réserve fédérale américaine. Dans ce contexte, John, est-ce qu'il faut se fixer de nouveaux objectifs sur les indices actions, puisque pour certains de ces indices, on a déjà fait l'année en quelques semaines, d'une certaine manière. Si on regarde les espérances mathématiques de gains qu'on pouvait avoir pour les actions en Europe ou aux États-Unis, le CAC à 8000, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans une stratégie aujourd'hui, ou est-ce que ça paraît aventureux à ce stade ? Non, je ne pense pas du tout. Alors, ce que j'exclus pas, bien évidemment, c'est qu'il y ait une consolidation à court terme. Ça fait depuis un moment qu'on le pense et cette consolidation ne vient pas. Mais les 8000, il ne faut surtout pas les exclure. Vous savez, ce qui est très important pour les investisseurs, c'est d'avoir une feuille de route. C'est-à-dire que si on comprend réellement que le taux terminal, par exemple aux États-Unis, est de 6% ou de 5,5% et qu'on nous le dit d'une manière concrète, eh bien le marché va monter parce qu'il va s'ajuster là-dessus. Alors évidemment, vous aurez des secteurs qui vont moins bien fonctionner que d'autres, comme des secteurs de croissance, etc. On le sait. Après, la deuxième des choses à remarquer, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, lorsque vous regardez les cycles inflationnistes, eh bien lorsqu'on a dépassé le pic de l'inflation, historiquement sur les 12 mois qui suivent, eh bien c'est une hausse des marchés. Après avoir dépassé le pic de l'inflation, pas quand vous arrivez, enfin c'est aussi lorsque vous arrivez au fameux taux pivot, etc. Donc on voit ici que le fait de ce qui est en train d'arriver aux États-Unis, mais surtout en Europe, eh bien est en train de nous montrer que l'histoire ici a raison. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on parle de valorisation, on n'est pas dans des excès. Hein. Vous savez, si vous prenez les primes de risque, elle est encore, la prime de risque est encore assez suffisante si vous prenez les cycles des actions entre 99 ou de 2007. Après, on sait que, évidemment, on est toujours dans des taux historiquement bas, même si on monte à 5 ou à 5,5 aux États-Unis. Et on sait aussi que la hausse actuelle se fait sans vraiment de volume. Donc tout ça pourrait nous montrer qu'il y a encore de l'essence, comme on dit aux États-Unis, il y a encore du fuel pour aller plus haut, mais évidemment avec une séance de consolidation. Ouais, un retracement qu'on a vu sur les indices américains et qu'on a eu du mal à voir sur les indices en Europe. C'était là aussi les conclusions que retirait Alexandre Baradez de la séquence récente. Merci beaucoup, John. Merci d'avoir été avec nous en visioconférence pour entamer cette semaine sur les marchés. Le CAC qui a donc marqué un nouveau sommet à l'ouverture ce matin, et on voit qu'il y a un peu d'épuisement quand même derrière ce nouveau sommet du CAC à 7400 points et plus, puisque la hausse est en train de se réduire à mi-séance. On reste néanmoins légèrement positif sur l'indice CAC 40 à Paris, au-delà des 7350 points. Merci John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de Mirabeau, et Alexandre Baradez, je le rappelle, qui nous accompagnait dans cette séquence, chef analyste chez IG, avec nous le lundi pour le plan de trading de Smart Bourse. Voilà pour cette édition, on se retrouve à 17h en direct sur Bismart.